ce qu'on a du mal à voir, c'est combien cette position d'être au plus près du vécu, cliniquer, aller au plus près du lit du malade, en sociologie, aller au plus près du vécu des acteurs, bouleverse de fond en comble les positions épistémologiques et méthodologiques habituelles. Une des hypothèses de ce travail, c'est reprenant Sartre, l'important n'est pas ce qu'on fait de l'homme, mais ce qu'il fait de ce qu'on a fait de lui. Et aussi cette idée que qu'est-ce que ça veut dire advenir comme sujet de son histoire, cette hypothèse que l'individu est le produit d'une histoire dont il cherche à devenir le sujet. Alors, pourquoi émotion, histoire de vie? Parce que c'est une hypothèse très forte, qui est à la fois, je dirais, freudienne et bourdieusienne, qui sont deux références, l'une de la psy, l'autre de la socio. D'introduire la clinique dans le champ de la sociologie est un moyen de permettre à la fois la conscientisation, c'est-à-dire l'élaboration réflexive, mais aussi la perlaboration, c'est-à-dire cette capacité à explorer son éprouvé et de prendre comme fil rouge l'émotion, c'est-à-dire, et en particulier là où je la reçois, l'accueille, l'exprime, et là où je me coupe et la mets de côté. Quand une émotion monte, on se coupe, on fait de la déconnexion. On sent une boule qui monte et donc, le séminaire va être ce qu'on va faire, les exercices qu'on va vous proposer, etc. C'est pour créer le cadre où on va faire un va-et-vient, comme ça, entre l'implication, le vécu, le travail personnel, le travail sur soi, se centrer sur l'éprouvé, pour comprendre, au-delà du vécu personnel, donc, comment on fait avec ça dans la société, comment on est aujourd'hui et maintenant dans le contexte québécois et le contexte aussi de la mondialisation, comment ça se passe dans la famille, par exemple, sur plusieurs générations, entre les parents, les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, les arrière-grands-parents, comment ça se passe dans le couple, dans le rapport à l'amour, dans le rapport à la sexualité, dans le rapport à l'affectif. Et puis comment ça se passe, on verra sans doute des situations à l'école, au travail, dans tous les registres de la vie sociale. On va essayer d'explorer ce va-et-vient permanent entre qu'est-ce qui produit ça, des situations qui sont souvent vécues comme conflictuelles, et qu'est-ce qu'on fait avec ça. Donc, une règle, ni forcer ni retenir. Si on force, on renforce les défenses. Et si on retient, on n'a pas les données qui permettent d'avancer par rapport à notre mode de fonctionnement habituel. En même temps, pour se sentir en confiance, ça veut dire que ce cadre-là, il faut que vous vous sentiez en sécurité, en confiance. Et donc, quand vous ne vous sentez pas en sécurité, en confiance, pour telle ou telle raison, le plus simple, c'est de le dire. Et puis on voit qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les conditions ne sont pas réunies pour pouvoir faire ce travail ensemble. C'est évidemment une écoute qui est plutôt bienveillante, plutôt empathique, plutôt rogerienne pour ceux qui sont des spécialistes de la clinique. On est plus rogerienne que psychanalytique, par exemple. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, d'éviter la violence de l'interprétation,
C'est-à-dire le fait de, tout d'un coup, on a un flash et puis boum, on y va et on balance comme ça une belle interprétation et tout, mais sans se préoccuper des effets que ça peut faire, parce qu'on va toucher on va toucher la sensibilité, on va toucher l'intime, ce qui nous habite, le plus profond de notre subjectivité, et donc c'est délicat, donc il faut aborder ça avec délicatesse. Et en même temps, on est là pour travailler, c'est-à-dire, on va vraiment travailler. C'est-à-dire, nous, notre responsabilité aussi, c'est d'y aller. D'y aller, c'est-à-dire de ne pas avoir peur, hein, quand une émotion s'exprime, par exemple, de ne pas avoir peur d'encourager, de favoriser l'expression émotionnelle. Souvent, hein, c'est pour ça que j'étais très reconnaissant à Max Pagès, il m'a appris à ne plus avoir peur des émotions. C'est un confort dans la vie formidable, des miennes d'abord évidemment, mais aussi des autres, et donc d'essayer d'être là dans la bienveillance, qui fait que si les gens d'ailleurs ont le sentiment que vous n'avez pas peur de ça, déjà ça les met en confiance. Déjà ça facilite les choses. Mais entre vous aussi, c'était tout à fait important. Mais c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup travailler avec Diane, en particulier sur ce séminaire, parce que je sais qu'elle aussi, elle est comment, Diane? Elle a même plus peur de moi. C'est vrai, hein? C'est vrai. J'ai jamais eu peur de toi. C'est une autre caractéristique, hein, de ces groupes d'éducation et de recherche, c'est qu'en fait, nous co-animons avec le groupe. C'est-à-dire qu'on sait très bien que dans ce groupe-ci, il n'y a aucun souci à se faire. L'expérience, c'est que dès que l'animateur ou l'animatrice fait un pas de travers dans le transfert et dans le contre-transfert avec un des participants, alors là, vous êtes sûr que le groupe intervient. Le dessin de ma vie, donc vous réfléchissez pas trop avant, c'est un dessin, on a installé les grandes feuilles, il y a tous les crayons de couleur qu'on veut. Alors on n'a pas rendu là. Non, les événements marquants. Les événements marquants, c'est-à-dire ne pas être exhaustif et tout, et là où vous sentez que cette question des émotions a été l'élément central, hein, de cet événement-là. Vous pouvez en mettre plusieurs, des événements marquants de votre existence, hein, qui vous semblent être intéressants pour aborder la question émotion et histoire de vie. On ne cherche pas à classer ces émotions, etc. Simplement laisser remonter ces événements marquants. Hein. Ils vont remonter tout seuls, vous n'avez pas besoin de les solliciter. Et donc, vous les reprenez dans votre existence, il peut y en avoir 1, 2, 3, 10, 15. C'est ça qui est important, de reprendre le dessin de votre vie en image d'événements marquants. Personne fait des associations, alors ça c'est très intéressant, des associations libres, mais qui sont drôlement structurées et structurantes sur sa propre histoire, etc., par rapport à quelque chose qu'on est en train de tirer, et on est centré vraiment, hein, sur la personne, son histoire, et essayer de voir si c'est, hein, si entre ce qui se passe ici, ce qui se passe ici et ce qui se passe là, ce triptyque est très important. Le triptyque, l'éprouver, la capacité de raconter son histoire, et les associations, et le support qui a été fait. La peur, c'est quelque chose de très central dans ma vie. Mes parents, c'est des gens extrêmement anxieux. Et c'est quelque chose de... Alors, je vais pas être très organisée dans ce que je dis.
Ça, c'est les Rocheuses. J'ai traversé le Canada en train cette année, de Toronto jusqu'à Vancouver. Donc, les Rocheuses, je me suis retrouvée à avoir un type d'émotion en regardant ce paysage. Je ne savais pas. Une montagne, c'est fait d'une certaine manière dans ma tête. Et le genre de paysage qu'il y avait dans ce coin-là du Canada, c'est la première fois que j'étais en contact avec ça. Puis je ne savais pas que quelque chose que je ne connaissais pas pouvait me voir à ce point. Et je ne savais pas. En fait, moi, je ne suis pas venue au Canada pour la beauté des paysages. Vraiment pas. Puis dans ma tête, comme une belle montagne, c'est un Haïti qui a ça, je veux dire, je ne cherche pas. Ça ressemble à une certaine chose. Et le lien entre les Rocheuses, mes émotions et la peur, c'est que pleurer devant ce paysage m'a fait me dire que, ok, fait que je ne vais pas savoir, je ne sais pas qu'est-ce que la vie me réserve. Puis donc, j'ai pas besoin d'avoir peur parce que il y a plein de choses qui vont pas se passer comment je me l'imaginais. Puis ça va se passer d'une autre manière, puis je vais sentir quelque chose que je pensais pas que j'allais sentir. Je veux dire, le pire peut m'arriver, mais le meilleur aussi. Fait que j'ai pas besoin d'avoir peur. C'est ça le lien. J'ai peur de parler trop en ce moment pendant le peur. Et j'ai regardé mon dessin, puis tout ce que j'ai vu, c'est tout ce que j'avais pas voulu. C'est pas ça que j'ai dessiné, mais c'est ça qui est apparu. C'est comme si d'un seul coup je voyais mon dessin autrement, qui portait une autre histoire. Quelque part ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit peut-être sortir un peu de la même chose. Ce que je mets comme hypothèse, que c'est plus qu'est-ce que toi tu as ressenti, qu'on t'a pas écouté, et que ça créait comme une tension intérieure. Puis c'est le fait que puis tu nous l'as dit que tu as senti que tu ne pouvais pas en parler. Non, ça c'est vrai. Tu n'avais personne à qui tu pouvais en parler. Puis pour avoir vécu une situation qui résonne beaucoup, c'est tellement important d'avoir quelqu'un à un moment donné qui nous écoute comme ça, là, sans aucune crainte de jugement. Cette écoute-là, elle est extrêmement importante dans des moments comme ça. Sophocle, que Freud a bien mis en évidence en utilisant l'histoire d'Œdipe et en disant mais cette histoire elle est universelle. Cette histoire, enfin, chacun la vit dans son fort intérieur, dans son inconscient, mais Œdipe devient aveugle, il va tuer son père, sa mère va devenir dingue, c'est-à-dire que c'est le désordre. Donc jusqu'où on peut se rapprocher de ça, hein, sans produire du chaos. C'est pour ça que c'est une affaire très très délicate, et que l'idée c'est pas, il faut pas que cette espèce, si c'est interdit, c'est que ça a de bonnes raisons de l'être, et en même temps il y a des interdits qui te mettent dans une impasse et t'empêchent d'élaborer quelque chose, hein, comme le cabinet noir ou bleu de... Comment il s'appelle? Barbe Bleue. Ah, Barbe Bleue, oui, c'est Barbe Bleue. Barbe Bleue, c'est-à-dire hein, qui dit si la clé elle est là, mais si tu ouvres la porte, et elle ne peut pas s'empêcher d'ouvrir la porte, et qu'est-ce qu'elle voit? Et les épouses assassinées. Alors, c'est ça qui est intéressant dans le travail qu'on fait ici, c'est d'être ni forcé ni retenir, c'est-à-dire simplement de démêler ce qu'on peut démêler pour toi. Et puis après de voir ensemble, bon, à quoi ça sert ça? De mettre le sujet au monde. Parce qu'Agnès, c'était ça que tu demandais tout à l'heure. C'est qu'est-ce que ça fait d'avoir mal partout puis d'avoir. C'est ça, c'est métaphoriquement, c'est d'accoucher de soi-même. C'est ça qu'on travaille depuis le début. Et c'est ça qu'on travaille avec toutes les personnes qui présentent leur support. Hein. Ce qui est
ton rapport au travail, hein, de cette façon. C'est comme si tu avais perdu, en perdant ton travail, tu avais perdu ton amoureux. Tu avais perdu cet objet-là que tu as profondément aimé, pour lequel tu t'es investi profondément, qui t'a apporté beaucoup de satisfaction pendant des années, et qui t'a, à un moment donné, t'a été retiré, comme s'il était mort. Il y a quelque chose, effectivement, en toi, qui du coup, est comme si tu avais à la perte d'une personne aimée que tu as... Ce que tu nous dis aussi, le fait de ne pas faire le deuil, c'est un moyen de le conserver quand même. Et en même temps, ça ne te fait pas du bien. Ça te travaille de l'intérieur et ça te rend à la fois de tristesse, t'es pas bien avec ça. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir pourquoi c'est... Enfin, je le dis souvent, une des choses sans doute les plus difficiles dans la vie, c'est pas d'être confronté à un deuil et à la perte d'objet aimé, c'est la perte de l'idéal d'amour. L'idéal au travail. C'est l'idéal qui est difficile à abandonner. Parce que, pourquoi? Parce que la fusion avec l'idéal, c'est effectivement ce qui apporte le plus de satisfaction, de plénitude, hein, qui te remplit complètement, etc. Alors, si je perds mon idéal, est-ce que ma vie va encore avoir un sens? Depuis que vous êtes parti hier, qu'est-ce qui a travaillé en vous? Avec quoi vous arrivez ce matin? Puis que vous aimeriez partager? Parce qu'hier, je me disais, ah, c'est le fun, tu sais, je me trouvais relax, je regardais les autres, puis tu sais, c'était... Puis là, je suis venue avec ça, là, puis là, je me disais, ah non, faut que je dorme, je vais être fatiguée demain. Puis là, je ne l'ai pas dormi, ça, j'ai écrit un peu. Puis j'ai réussi à sommeiller un peu, mais pas tant que ça. Fait que voilà. Puis je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est... Qu'est-ce qu'il y a comme... L'émotion, tu peux la nommer? Laquelle? Ouf! Celle qui m'a réveillée. Ça a l'air dramatique, là. C'est comme la peur de... Toi, là, tu poses des questions. Elle vient direct. La peur de ne pas survivre. Ça a l'air dramatique, là, mais c'est ça. Je sais pas pourquoi. Ben, j'aurais pas dit ça, là, je sais pas. Ça sort de ça, là. Tu sais, c'est comme... J'ai pas écrit ça, là, cette nuit. Mais là, tu me poses la question. C'est ça qui vient. Ce que j'ai réalisé hier, dans la part du jour, c'est, au fond, les choix que j'ai faits, les choix que vous avez faits, nous marquent. Si je suis ici aujourd'hui, c'est à cause de tous ces choix-là que j'ai faits. Et le fait d'être ici, c'est d'essayer, je ne dirais pas juste de les comprendre, parce que ça serait trop facile, mais d'aller chercher l'émotion qui fait en sorte que je reste en équilibre avec moi-même, puis que je reste centré sur moi-même, puis que je sois bien avec moi-même. Quand je dis j'étais bien hier soir chez moi à Saint-Denis-sur-Richelieu, ma mère qui est morte, elle m'enlèverait la tête parce que tout le temps que j'étais 25 ans à Montréal, elle voulait que j'aille vivre avec elle parce qu'ils s'étaient séparés, puis elle se sentait seule. Puis je lui disais, maman, jamais je retournerai à Saint-Denis-sur-Richelieu. Alors, je suis retourné 40 ans plus tard. Alors, tout ça pour dire, et je suis bien.
Je suis bien parce qu'elle n'est plus là. Ok. Il y a ça aussi. Je ne suis pas obligé de m'occuper d'elle. Parce qu'elle était très demandante. Mais je suis... Ça m'attriste aussi en quelque part parce qu'elle est morte triste. Mais ça lui appartient. Actuellement, je suis capable de dire, puis je suis pas... Je me sens pas un méchant garçon, fils, de dire ma mère est morte triste. Elle a fait le choix de mourir triste. Je travaille sur moi-même pour ne pas mourir triste et d'être bien. Et là, on va faire plutôt du sociodrame émotionnel, c'est-à-dire vous allez vous mettre en 3 groupes. Dans chaque groupe, vous allez évoquer un événement biographique chargé émotionnellement, donc qui vraisemblablement fera écho sans doute à des scènes que vous avez déjà vues, mais comme on a avancé depuis qu'on a fait ça, il y a peut-être d'autres scènes qui sont sorties. Hein, un secret peut en cacher une autre, une honte peut en cacher une autre, une scène peut en cacher une autre. C'est-à-dire qu'il faut ouvrir sur le fait que, dans un premier temps, on a fait ça, c'est une entrée, mais au fur et à mesure du travail, il y a d'autres choses qui viennent, il y a des associations qui se font. Donc vous évoquez dans le groupe des scènes, le groupe en choisit une, et à partir de là, vous montez un scénario. Alors voilà, nous allons vous présenter une scène dans la vie de Lise. Je commence en vous informant que Lise, à l'âge de 7 ans, avait envie d'apprendre le piano. Grâce à sa grand-mère, elle a réussi à convaincre ses parents de lui permettre de suivre ses cours de piano. La scène que nous allons vous jouer, donc, elle a lieu 10 ans plus tard. Lise a 17 ans. Je vous ai fait visiter. Vous avez vu la salle où se font les récitals, les lieux de pratique, salle de solfège. Alors, je ne sais pas ce que sont vos impressions. C'est grand. Ça fait 3 ans. Ça fait cher, cette affaire-là. Hein? Mais c'est un programme combiné maintenant, le cégep et le conservatoire ensemble, donc les frais sont vraiment minimes pour les parents. Puis je peux continuer à garder des enfants, puis à travailler. Elle a du potentiel, c'est sûr que c'est possible, il faudrait juste penser à la réparation de ses dents. Oui, mais là, c'est beaucoup d'argent, ça. Oui. Mais un programme est possible. J'ai des ententes et des connaissances à Montréal. L'université offre un programme de dentisterie avec des internes et j'ai des amis qui hébergeraient Lise pendant la période des services qu'elle recevrait. À moindre coût, vraiment. Oui, ça fait beaucoup de chance. Quand même, mon mari et moi, on pense vraiment que Lise, elle a une condition particulière. Un peu pas, là. C'est beaucoup, tout ça, là. C'est des choses qu'on connaît pas. Ouais. Puis on connaît pas. La musique, c'est pas sérieux, ça, monsieur, là. Écoutez, j'en fais de la musique. Je vis de la musique. J'enseigne la musique. Ils sont rares. Mon mari et moi, on connaît aucun musicien. C'est beaucoup de temps. Beaucoup de sous aussi. On va réfléchir à ça. Ouais. On va réfléchir, on vous informera en temps et lieu. Ça a été un plaisir de vous rencontrer. Et pour moi aussi. Au revoir. Je suis Lise. À la maison. Cette scène-là, j'imagine que c'est Lise qui l'a amenée. Oui. Oui. Donc pour l'instant, vous restez dans les rôles et d'essayer de dire ce que vous avez éprouvé en jouant ça. Donc le père, la mère. Moi, j'étais la mère. Moi, je vis de l'inquiétude. De la part de cette vie-là que je connais pas. Aussi, je me sens m'éloigner de ma fille parce que je suis pas d'accord avec l'orientation qu'elle prend.
Je me sentais vraiment solidaire avec mon mari, comme si on était une tête, puis 2 personnes. Le père, il est aussi impatient devant. Il a accepté quand même d'aller visiter cette école-là, mais il trouve ça un peu niaiseux, superficiel, pas sérieux. Qu'est-ce qu'elle va faire dans la vie avec ça? Et même s'il entend le professeur dire « mais je suis moi-même un professeur, et j'en connais d'autres qui enseignent aussi », ça ne convainc pas le père, ni la mère d'ailleurs. Et donc, il y a cet aspect-là, un peu un aspect de colère aussi. Peut-être de voir que le professeur a organisé ou a manigancé, peut-être aux yeux du père, toutes les possibilités qui favoriseraient qu'elle puisse poursuivre ces études-là. Donc, à Montréal, avec le soin des dents, tout est possible, tout est arrangé. Et là, le père se retrouve devant une situation où tout est organisé. Comment va Lise? Comment tout ça? Remuer. Ce que je vis, c'est que quand mes parents sont arrivés là, j'ai réalisé que c'était 2 mondes différents. Donc je suis en colère contre mon prof en fait. Ben, ça s'entend, hein. Alors, c'est un peu difficile. D'abord le prof, puis après tu pourras réagir par rapport à la scène. Oui, un peu difficile. Mais important justement, parce que tu as joué ce rôle magnifique, quoi. Tu étais irrésistible dans tes arguments. Et quand elle dit t'en fais trop, etc., tu as vraiment... Mais j'en fais pas trop parce que je croyais en elle. J'en ai vraiment pas fait trop. Je faisais la même chose dans notre salle de pratique quand on était juste tous les deux. Je pense que je me voyais en elle. Je voyais tous les possibles. Puis je voyais surtout que je pourrais en faire un succès. Je crois que c'est ça que j'ai voulu lui transmettre. Quelque chose comme elle va pouvoir devenir la grande musicienne que tu aurais rêvé pour toi? Elle va pouvoir le faire alors que tout est contre elle. Ouais. Surtout. Peut-être, oui. Et c'est toi qui seras l'artisan de un peu Pygmalion. Oui. Oui. Hein? Et t'es dans la toute-puissance. De pouvoir la faire sortir de sa coquille, cette jeune fille qui avait incapable de jouer devant un public, incapable de jouer devant son professeur. Je rentrais dans le casier pour qu'elle puisse jouer. Je sortais du casier, elle hurlait avec des cris de canard de sa clarinette. J'ai pu, en 3 ans, l'apprivoiser. Elle a pu apprivoiser la musique et le public. Je pouvais l'amener plus loin. Oui, j'aurais réussi quelque chose de bien. Tu l'aimes? Oui, je l'aime. Mais comme on aime une fille, Ouais. un enfant en soi, qu'on veut porter plus loin. Ouais. Oui. Et Je la trouve courageuse. en même temps, c'est ton objet d'amour. C'est moi? C'est quoi? C'est ton objet d'amour. C'est-à-dire que c'est toi qui projettes sur elle tes propres désirs. J'ai jamais vu ça comme ça, sincèrement. Ce qui est clair, c'est qu'avec elle, j'avais le sentiment que la musique prenait un sens. Un sens au-delà de la leçon, au-delà de la pièce apprise. La musique prenait toute la place, tout l'espace. Donc vous partagez le même amour. Oui. Oui. Quand elle travaillait bien. Quand elle travaillait pas bien, c'était bien ordinaire. Et alors, on revient à la scène, et face à ses parents, qu'est-ce que tu éprouves? Parce que sa mère, c'est elle, c'est pas toi. Le défi, je vais les convaincre. Je vais la faire sortir de 3 pistoles. Elle peut aller plus loin. C'est peu demandé. Je vais réussir à l'amener là où elle ne pense même pas pouvoir aller. Alors non, j'ai jamais pensé les piéger, au contraire. Au contraire.
Et quand tu les vois, qui sont même réticents pour te serrer la main, là, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas de doute le doute ne vient pas? C'est l'échec. Hein? C'est l'échec. Tu le sais? Oui. À ce moment-là? Oui. Et qu'est-ce que tu éprouves? Une grande tristesse. Ouais. C'est ton rêve à toi aussi qui s'écroule. Oui. Ouais. Je l'ai investi pendant 3 ans, cette fille-là. 3 ans à l'accompagner dans les salles, la faire rentrer seule, lui faire comprendre que c'était pas dangereux, la mettre après ça avec ses proches, mettre devant les jurys, qu'elle traverse les concours. Elle a tout fait ça. Et c'est moi qui l'ai amenée là. Et tu lui en veux? Ah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. À elle, tu lui en veux pas? Pas du tout. Et aux parents? Ils sont petits. Pardon? Ils sont petits. Ils sont petits? Ils sont petits. Ils ne comprennent rien, c'est vraiment des... C'est des ploucs. C'est des ploucs. C'est des ploucs qui viennent d'un village. Ce que je te propose là, si tu es encore disponible, là, parce que tu as bien récupéré le rôle du prof, hein, c'est d'écouter les réactions, les commentaires, etc. Puis après, tu nous diras comment tu te sens par rapport à ce travail-là, ça va? Oui. Ou tu as besoin de réagir tout de suite. Ça va. Ça va? Oui. Réaction? Ce qui est important dans cette phase-là, c'est de donner à Lise des outils de compréhension de la situation qu'elle a proposée là. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la complexité et l'intrication des registres. Ça demande beaucoup de bienveillance, je pense aussi, là, quand on regarde le côté des parents, qu'on se met dans la peau des parents. Ça demande de se mettre dans de se mettre un peu de bienveillance, là, parce que c'est difficile là, de voir ça, le rêve d'un enfant qui est brisé. Mais je comprenais qu'il y avait beaucoup de peur de tout ça. C'est pas notre monde, je ne connais pas ça, et je veux pas connaître ça. Je veux pas que ça change. Je veux retourner chez moi de A à B. Ça, c'est du connu. Vivons heureux. Dans le connu. Vivons. J'en veux terriblement au prof. C'est difficile pour moi d'identifier aux parents. Dès le départ, je me dis quel con, il voit absolument pas qu'il est complètement à côté de la plaque dans son argumentaire. Il n'a pas été capable de s'adapter à ces personnes-là pour aller toucher. Oui, il les a humiliés, mais là, j'ai l'impression qu'il était là, il parlait là, il les voyait pas. Il ne voyait pas l'impact de ce qu'il faisait. Ah, ça, je suis en colère. Les parents ont le pouvoir sur le destin de l'enfant, même à ce temps-là de la vie. Ils se sont choisis dans ce que moi je sentais, ils se sont choisis eux, les parents. Le jeu était très bien fait, là, mais c'est dans le fait de la possibilité, ce qui a été dit par le père, c'est, nous savons, puis c'est important de le nommer, la maladie, c'est au cœur, et le professeur ne le savait pas, ça. Le père l'a dit là, tout à l'heure, le professeur ne le savait pas, c'est juste la famille qui le sait, ça n'a jamais été dit. Et quand, là, le prof a dit, on va toucher physiquement à votre fille, on va y faire arranger les dents, moi, je pense que ça a dû bouger quelque chose pour les parents, là. Elle va se faire transformer physiquement. Ils vont toucher à son corps. Quand c'est une histoire de corps mal maîtrisé, qui est secret de famille, tu sais, la perte de contrôle de ce bonjour de corps-là, qu'on sait pas, on ne sait pas quand ça peut partir dans toutes les directions. D'un coup, qui font mal, puis qui a des figures, puis qui touchaient pas à ma fille. Entre
en particulier dans les rapports entre la prof et les parents, et évidemment lui. C'est-à-dire il y a des enjeux affectifs, il y a une rivalité. D'ailleurs, le prof dit qu'elle l'aime d'amour et que c'est comme sa fille. Et donc, du coup, il y a des enjeux oedipiens derrière, mais très très profonds, hein, qui est qu'elle est en train de rapter la fille. Et comme c'est un homme, on peut peut-être se demander d'ailleurs si, au-delà de ça, elle n'est pas en train, effectivement, elle a tellement de désir pour elle, pour Lise, qu'on peut se demander sur quelle scène on est. Hein, entre la scène simplement de protection d'une élève et la scène d'amour auquel on a assisté. Deuxième registre. Je suis ici. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Hein. Deuxième registre, le registre social. Hein, et donc là, les enjeux de classe, la haine de classe, l'humiliation, le mépris, la domination. C'est un autre monde. Vous ne le connaissez pas, moi je le connais, puis je vais l'emmener là-dedans. Et là, no way, pas question. Va te... Là, avec d'une force très très intéressante. Il y a les enjeux professionnels. Il y a l'avenir de Lise, et la musique, c'est pas sérieux. Hein, il faut un métier c'est un métier manuel, c'est un métier de prof, ça on sait ce que c'est. C'est ces métiers artistiques, dans des milieux un peu... Hein, donc, mais surtout, il faut surtout pas l'encourager parce que c'est la mettre en difficulté, parce que comme on n'a pas les habitus de ce milieu-là, etc., là vraiment, c'est pas seulement qu'elle va nous échapper comme fille, c'est qu'effectivement, elle va aller dans des zones de la société qui ne sont pas les nôtres et qui sont quand même un peu... Interlopes. Et puis il y a les enjeux autour du handicap. Et là, qui va la protéger le mieux? Et puis enfin, à la fois ce que vient de dire, hein, la question des dents, mais aussi la question de l'épilepsie. Donc là, il y a un retour en force en disant qui va la protéger la mieux, et avec l'évidence que là, puisque nous on sait, et que lui il ne sait pas, évidemment on est bien à même de mieux la protéger que cette personne qui prétend savoir, hein, qui prétend justement bien savoir ce qui est bon pour elle, etc., mais à qui il manque une clé essentielle, et cette question du handicap et tout. Donc on voit l'intrication, hein, de tout ça qui fait qu'effectivement, le décryptage que vous avez fait en donnant chacun, hein, vos émotions dans cette scène est très très éclairant, je trouve, sur la complexité de la situation. Alors maintenant, il veut évidemment d'avoir l'avis et le ressenti de Lise, si on peut revenir, hein, dans la réalité par rapport à ce qu'on a fait. Je suis très touchée par le travail de composition de mes comparses et de Lise, vraiment. C'est comme si la complexité vient de m'apparaître. Ça va descendre à un moment donné, j'ai eu tantôt un petit moment d'émotion, ça reviendra plus tard chez moi ce soir. Là. Mais le fait que c'est la première fois, je ne sais pas si c'est l'exercice qu'il propose, mais c'est la première fois que je descends dans des couches où l'interprétation est différente, où je peux sentir les limites, mais la compréhension du monde de mes parents, où j'ai déjà ressenti de la colère, je ressens maintenant de la peine, où j'ai absolument pas vu d'amour, mais quelqu'un qui avait cru en moi, mais j'ai jamais vu ça. Jamais vu ça. On dirait que là, il y a c'est comme si je revisitais un souvenir de façon tellement différente. C'est comme si on changeait de langage. On pourrait rejouer la scène, puis on changerait de langage.
Je ne sais pas si d'avoir accepté de m'exposer aujourd'hui, pour moi déjà c'était un défi. J'en suis contente, je suis contente de votre accueil aussi. Je ne sais pas si ça va permettre de dénouer un nœud important, parce qu'au terme de cette finale abrupte, j'ai perdu toute connaissance de la musique. Je ne sais plus jouer de la clarinette. Je ne saurais pas faire un do. J'ai pu retoucher un piano de l'âge de 17 ans à maintenant. Et c'est quelque chose qui l'attend tout le temps, qui revient et qui m'habite. Comme si les déterminants qui s'étaient mis en place à ce moment-là, les réponses des différents acteurs, puis avec toutes les couches que vous avez, je pourrais dire oui dans tout ce que vous m'avez dit, là, ça éveille des cloches. On dirait que moi, ça a figé. Puis après ça, se sont placés des déterminants raisonnables, organisés, acceptables, structurés. Puis je viens d'avoir 60 ans, puis j'ai dit, ben, il y en a marre. C'est une bonne chose. Je serais passée ici s'il n'y avait pas il y en a marre. Mais je ne sais pas quoi faire avec le il y en a marre. Ouais. C'est là où je suis rendue. Quand je t'entends. Hein? Puis là, je me dis, c'est donc beau comment elle raconte. Puis là, ça me dit, ah oui, c'est vrai, Lise est musicienne. Et là, je dis, oui, t'es musicienne, toi. Puis t'as dit, j'étais musicienne. Et j'ai même repris en disant, je l'ai déjà été. Ouais. Ouais. Je trouve que ce qu'on vient de faire là est intéressant par rapport à ça. C'est-à-dire combien ce décryptage des émotions vécues à partir des scènes, et ce que vous avez dit, quoi, cette capacité de l'autre à jouer mon histoire, comme si c'était la sienne. Et cette capacité du théâtre, justement, alors le théâtre est un formidable véhicule de ça, c'est-à-dire de l'acteur qui peut exprimer effectivement des émotions qui sont à partir d'une histoire, mais qui sont en fait universelles. Et ce que je trouve, enfin moi je suis toujours fasciné par la qualité. Alors, vous avez pris 1 heure pour préparer ces scènes-là, mais il y a une qualité scénique. Mais quel bonheur, quoi. Quel bonheur. Et ça, c'est donc, on a en soi cette capacité non seulement de comprendre ce que vit l'autre, mais de jouer. C'est-à-dire, pour moi, c'est très intéressant de voir que, en fait, on a toute la société en soi. Ça illustre bien ça. On est capable de jouer tous les rôles des gens qui vivent dans la société, même s'ils viennent d'une culture différente, même si c'est les hommes, les femmes, les parents, les grands-parents, les enfants, etc. Ça dit quelque chose de la condition humaine qui est très très profonde. C'est-à-dire qu'on a toute la société en nous, et donc quand on vous raconte une histoire, on peut jouer n'importe quel rôle. Et l'autre chose, c'est la consigne on joue n'importe quel rôle, mais pas le sien. C'est-à-dire de prendre cette distanciation de soi par rapport à soi. Et généralement, ce qui se passe immanquablement, c'est que la personne qui a amené la situation va jouer le rôle de la personne qui est la plus responsable, quelque part, dans la scène de son malheur. Et hier, en interprétant le père, j'ai comme vu un autre point de vue. Et ça m'a amené à ressentir beaucoup de tendresse pour lui. À l'humaniser. Oui. Et mon père, qui a eu beaucoup de manques, objectivement, là, c'est un fait, il s'est toujours senti pas à la hauteur. Et lui, il était le plus jeune de sa famille, je l'ai dit ici, là, il est le 21e. Oh, man! Sur combien? Sur 21. C'était lui le plus jeune. Il ne se sentait pas à la hauteur. Je lui ai déjà fait des demandes auxquelles il n'était pas capable de répondre. Et ça le bouleversait. Et hier, ça m'a amené à ressentir beaucoup de tendresse pour lui.
Et moi, j'ai été impressionné aussi par la fermeté tranquille de ce père. Ouais. C'est-à-dire que tu n'as pas élevé la voix, on te sentait solide par rapport à vouloir protéger ta fille, et on sentait quand même, hein, alors que tu n'as rien dit quasiment, mais une fermeté, une solidité qui était impressionnante dans le rôle. Hein. Oui. Mon Dieu, qu'est-ce qui vient? Mais je pense que sa solidité, elle était dans sa volonté de bien faire. Elle était dans son cœur de père. Sa solidité, elle était là. Dans son amour. Elle ne pas là. Et ce qui m'a touché, c'est la vulnérabilité. Et malgré que, comment dire, j'ai jugé mon père beaucoup. C'est ça, je pense que ça l'a humanisé. Je ne sais pas qui l'a dit, là, mais en tout cas, c'est toi, mais c'est vraiment ça. J'ai déjà vécu des choses à sa mort où j'ai eu la chance de me réconcilier jusqu'à un certain point avec lui. Mais là, c'était vraiment venu renforcer ça. Merci beaucoup. C'est moi, mon vécu, c'est hey, tu vas donner un spectacle. Mais ça, c'est la mère qui dit arrête de faire l'intéressante. Hein. Donc ça m'appartient, c'est pas. Et donc, parce que le récit de soi, il peut y avoir l'aspect narcissique de touiller dans son histoire et on est seul avec son histoire. Tandis qu'ici, j'apprends beaucoup plus de l'écho que ça fait en moi, des histoires des autres. Et alors, un des apports que j'ai vraiment et que j'ai pu même utiliser hier, c'est avec les sociodrames de changer de position. De changer de position dans la scène. C'est-à-dire de jouer le rôle de se mettre dans le rôle de l'autre. On fait ça dans des approches thérapeutiques et tout. Mais ici, il y a la dimension aussi du jeu, de la scène. Et je trouve que c'est beaucoup plus puissant. Sur la démarche, moi, la démarche, j'y crois tellement que je l'ai vécu. Quand tu parlais, Vincent, de la honte, j'en ai compris tantôt quelqu'un, quand tu parlais de la honte, que la honte, c'est avec l'autre qu'on règle ça. Hein, c'est avec l'autre que je l'ai fait ici, c'est ma première présence ici, puis je l'ai vécu ça. Je l'ai vécu le bienfait de la démarche. Je l'ai vécu dans ma vie. Après, fait que ça, je crois au bienfait, même si c'est pas le but, hein, c'est pas ici un endroit thérapeutique, c'est pas le but de ça, ok? Mais qu'est-ce qu'un individu peut venir chercher ici aussi, cet apprentissage-là, cet espace-là, pour pouvoir vivre des expériences? Pour moi, c'est dans la méthodologie, mais en même temps, c'est théorique. Alors, on essaie d'accrocher ça, la pratique avec la théorie. Peut-être que, puis pourtant c'est bizarre, c'est par les émotions. Normalement, on est envahi par les émotions, puis on analyse moins, je vais le dire comme ça. Mais là, j'ai senti oh non, au contraire, j'ai appris à gérer, en fait, j'ai compris un peu plus comment gérer mon émotion. Comment me l'approprier pour dire, écoute, ça, tu vis ça là, mais il y a un moyen de comprendre en dehors de l'émotion qu'est-ce qui se passe. Dans le groupe, pendant les 3 jours, on privilégie la question de l'implication par rapport à la question de la recherche. Mais évidemment, cette démarche et ce qu'on a fait ensemble pose toute une série de questions. C'est construit sur des hypothèses théoriques qui sont à mettre en discussion, ou en tout cas qu'on puisse vous donner les référents qu'on a utilisés. Effectivement, si on a à définir l'objet, on est sur une recherche sur la condition humaine, fondamentalement. Et donc, c'est effectivement un objet anthropologique.
Sauf que c'est une épistémologie qui est différente qui est différent et complémentaire. Comme disait Edgar Morin, c'est à la fois complémentaire, contradictoire et antagoniste avec des différentes démarches de recherche qui peuvent exister aujourd'hui dans les sciences sociales, dans les sciences humaines, etc. Ça circule. Et donc, c'est pour ça que quand quelqu'un pleure, on le met à part, etc. Parce que sinon, tout le monde va pleurer. Donc, il y a une méfiance par rapport à l'expression émotionnelle, justement par rapport aux effets de contagion que ça peut produire. Ce qui fait que dans les institutions, mais aussi dans les familles, etc., le fait de surtout pas parler de ça et surtout pas s'approcher de ça. Alors maintenant, c'est en train d'un peu de changer. Ça nous met au travail avec des échos qui sont contradictoires. Ça suscite de l'ouverture, de l'empathie, de la compréhension, de la tendresse, de l'amour. Et ça suscite de la mise à distance, des réveils d'émotions qu'on n'a pas envie de retrouver, donc de la fermeture, de l'envie de mettre à l'écart celui qui porte ça, etc. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce double mouvement quand on fait ce travail-là. Et c'est comme... et donc là, pour moi, c'est vraiment l'alchimie du travail émotionnel. Comment on transforme la honte en fierté. Comment on transforme la tristesse dépressive en tristesse musicale, j'allais dire.